Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Inter-Review, votre émission hebdomadaire de décryptage et de vulgarisation. On s'intéresse ce soir au rôle des réseaux sociaux sur la scène géopolitique mondiale. C'est donc à partir des années 2000 que voient le jour les géants des réseaux sociaux que nous connaissons tous. Facebook est créé en 2004, YouTube l'année d'après, LinkedIn et Twitter arrivent en 2006, alors qu'Instagram ne voit le jour que plus tard, en 2010. Et ce sont justement ces plateformes américaines qui cumulent aujourd'hui le plus d'utilisateurs à travers le monde et qui servent de canaux pour le partage d'informations, mais pas que. À la fois outils d'influence, de contrôle, mais également de domination, les réseaux sociaux joue aujourd'hui un rôle incontournable et on s'y intéresse justement avec mes invités. Gamal Abina, journaliste expert des questions internationales, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons également le plaisir de recevoir Jalal Nizar Adnani, spécialiste des réseaux sociaux. Et vous êtes également avec nous, depuis Oran. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous et puis j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés sur le plateau Sofiane Baroudi, journaliste Al24 News, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Alors messieurs, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Certes, les réseaux sociaux participent donc au soft power de leurs États, mais ils deviennent parfois trop puissants au point de ne plus être un atout, mais plutôt un désavantage pour ces États. Les GAFAM, 5 plus grandes plateformes numériques, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sont un symbole de réussite, sont devenus un symbole de réussite aux États-Unis, mais ils sont également de plus en plus puissants et jusqu'à s'immiscer dans la politique américaine. Et on a l'exemple, bien sûr, de cette suspension du compte Twitter de Donald Trump. C'était en janvier 2021, suite à l'assaut du Capitole par ses partisans. Gamal Abina, alors cette suspension du compte Twitter était une première mondiale. Twitter, on le rappelle, qui était le principal canal de communication de l'ex-président américain. Était-ce, selon vous, une démonstration de force de la société californienne ? Il y a un problème réseau, ça ne marche pas. Bon, il semblerait qu'il y ait un petit souci de réseau avec M. Gamal Abina. Du coup, Sofiane Baroudi, je me tourne vers vous pour poser cette même question. Cette suspension du compte Twitter de Donald Trump, était-ce une démonstration de force de la société américaine qui est donc Twitter ? Je pense qu'il s'agissait déjà, c'est forcément une démonstration de force, même si l'évolution des choses a démontré que, si vous voulez, il y a un pendant à cette affaire-là, vu que le réseau social a été repris par Elon Musk, quelqu'un qui a la réputation d'être proche de l'ex-président américain. C'est que, si vous voulez, l'exclusion de Trump de Twitter a été la conséquence d'une crise politique grave aux États-Unis, qui était la crise, si vous voulez, des dernières élections, où il y a eu une forte contestation des résultats électoraux de par le camp trumpiste, mais aussi une forte profusion de ce qu'on appelle les théories conspirationnistes, ce qui a amené le réseau Twitter à bloquer le compte de Trump, qui était soutenu par une base, on va dire, fortement radicalisée à droite. Il y a eu aussi la suspension de l'allocution de Trump encore président par CNN, qui est aussi un fait important, c'est-à-dire qu'il y a aussi un pendant audiovisuel, si vous voulez. C'est la première fois dans l'histoire que, parce qu'il était encore président en exercice, et son allocution a été bloquée parce qu'on considérait que les contenus étaient des contenus qui pouvaient être des contenus de désinformation et des contenus, entre guillemets, conspirationnistes. Et donc, c'est vraiment une conséquence à une crise politique profonde dans le système américain, mais aussi dans le système occidental, dans le système démocratique, dans ce qu'on appelle la démocratie libérale classique, qui a, si vous voulez, des conséquences ou des ramifications dans le cyberespace et dans le secteur des connectivités. Et ça renseigne aussi sur l'hyper-importance qu'ont pris aussi les réseaux sociaux, y compris au plus haut niveau politique et y compris aussi au plus haut niveau, si vous voulez, de phase critique en termes géopolitiques. Très bien. Alors, Sofiane Baroudi, on reste avec vous. Est-ce que ça veut dire justement que les géants du numérique ont pris le pouvoir ? Je pense qu'il y a une partie du pouvoir qui est actuellement, non pas contrôlée, mais on va dire qui est contestée par les géants, par ce qu'on appelle les GAFAM en général, mais aussi par leurs concurrents, notamment chinois, et qu'il y a surtout une compétition dans le contrôle de la sphère des connectivités qui est devenue, si vous voulez, même y compris une dimension pleine et entière de la dimension conflictuelle. C'est-à-dire que toute la sphère des connectivités, tout ce qui tourne autour du web, du digital, des réseaux sociaux et aussi de l'information de masse est devenu vraiment un paramètre
y compris pour les armées. Les armées se préparent à ce genre de conflictualité. D'ailleurs, c'est ce qui est démontré actuellement par la guerre en Ukraine, où les connectivités, mais aussi la guerre informationnelle, ce qu'on appelle la dimension informationnelle, prend des dimensions très très importantes. On le voit notamment via l'utilisation massive de fake news. Et nous y reviendrons justement un peu plus tard dans l'émission, Sofiane. On revient vers vous, Gamal Abina. Est-ce que vous nous entendez ? Parfaitement. Alors, nous évoquions justement la suspension du compte Twitter de Donald Trump, c'était en 2021. Est-ce que selon vous, c'était une démonstration de force de Twitter ? Et est-ce que vous pensez que les géants du numérique ont pris le plein pouvoir aux États-Unis notamment ? Les fameux GAFAM dont vous parlez, effectivement, ont le plein pouvoir. Ce sont des sociétés privées qui ont un rôle considérable aujourd'hui sur la question de l'influence en termes politiques. Ça a un peu remplacé d'ailleurs ce qu'on appelait le quatrième pouvoir, qui était la presse, et évidemment la presse écrite et télévisée. Aujourd'hui, cette puissance a eu des conséquences extrêmement lourdes à travers le monde, ça vient d'être évoqué. On parle des révolutions colorées qui ont souvent été portées par les réseaux sociaux. On parle évidemment des révolutions arabes qui ont été générées littéralement par Facebook, avec des influenceurs considérables sur le terrain de la scène politique individuelle et non plus collective. C'est plus du tout des politiques professionnels qui ont pris le pas, mais plutôt des activistes privés. Et surtout, on se rend bien compte que ce qu'on appelle les GAFAM, ces groupes privés donc, qui ont des préférences politiques, c'est évident. L'affaire évidemment de Donald Trump a démontré que Twitter était contre Trump, comme la plupart des réseaux. Ils ont supprimé son compte. C'est un délit de démocratie, c'est un moyen considérable de pression et d'expression orientée, de fabrication de l'opinion, qui fait qu'effectivement aujourd'hui ces fameux GAFAM, les fameux réseaux sociaux, ont eu un pouvoir surdimensionné qui dépasse de loin le quatrième pouvoir qui était la presse écrite, qui était quand même généré par des gens qui avaient de la réflexion, du recul et non pas de l'information spectacle et instantanée. Très bien, je me tourne vers vous à présent, Jalal Adnani. En tant que spécialiste des réseaux sociaux, on le voit aux États-Unis, un peu moins en Europe. Ces plateformes ont donc un certain pouvoir. Faut-il aller vers leur régulation ? Très bien. Donc, alors, faut-il aller vers la régulation ? Je pense qu'ils s'auto-régulent tout seuls, puisqu'ils ont pris la décision d'éliminer un profil qui était celui de l'ex-président américain. Et donc, on se rend compte que finalement, ça prend énormément d'envergure et ils ont une capacité en fait à avoir un lobbying économique. Déjà, je sors un petit peu du contexte politique pur et dur. Déjà, dès le départ, une capacie économique à générer de l'argent, des finances, et bien sûr dans le tas pouvoir influencer d'autres entités qui étaient à un moment donné considérées comme intouchables, notamment les médias et même le cinéma américain de manière générale. Donc est-ce qu'il faut réguler ? Je dirais qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des systèmes de régulation qui vont être imposés. Et là, je pense que aussi la puissance des réseaux sociaux aussi, c'est cette capacité d'analyser l'opinion publique. C'est du temps réel. On peut voir combien tel tweet a eu d'impact, de réaction positive, négative. On a la capacité à travers ces outils-là de générer beaucoup de données. Et en fait, c'est ça qui fait la force. Après bien sûr l'influence. C'est à partir de là qu'on peut déterminer quels sont les outils et peut-être même pour les politiciens et autres, quels sont les éléments comment titiller en fait le peuple. Je citerai Elon Musk quand ils ont réactivé le compte de Donald Trump il y a quelque temps. Il avait cité le peuple a décidé parce qu'ils ont fait un sondage d'opinion sur Twitter si on doit réactiver ou pas le compte de Donald Trump. Très bien, alors c'est justement pour éviter donc des situations similaires qui se produisent dans certains pays que d'autres ont décidé de bannir certains ou tous les réseaux sociaux américains. Alors oui, il faut le savoir, Facebook, Twitter ou encore Instagram ne sont pas présents partout en Iran, en Russie ou encore en Chine. Il existe des réseaux sociaux que l'on peut appeler de réseaux sociaux locaux. On a l'exemple de Gap en Iran, Telegram en Russie ou encore du très célèbre WeChat chinois. Et puis depuis l'année 2017, c'est TikTok qui est devenu la star des réseaux sociaux. L'application chinoise, là aussi, a tout de suite connu un succès fulgurant et elle est depuis 2018 le réseau social le plus téléchargé au monde. Mais bien évidemment, un tel succès peut susciter quelques problèmes. Et Gamal Abina, depuis quelque temps, le réseau social dérange, après les États-Unis, le Canada ou encore la Belgique. TikTok, qui est donc l'application préférée des ados, est interdite depuis ce lundi 20 mars au Parlement européen. Pour, semble-t-il, des raisons de sécurité, est-ce selon vous la vraie raison de cette interdiction ?
On la trouve dans l'affaire Twitter, par exemple, où M. Trump a été écarté de Twitter. Le fait que TikTok soit interdit ou banni au fur et à mesure, c'est parce que l'influence chinoise, qui se caractérise par le soft power, est aussi une influence politique. Alors, c'est une véritable star des réseaux. D'ailleurs, il faut se rappeler de la dégradation du principe des réseaux sociaux. Au départ, les réseaux sociaux, c'est du contenu un peu élargi, des vidéos, des textes. C'était Facebook, en substance, qui était plutôt adressé à des étudiants. C'est né au départ dans les laboratoires de l'armée américaine, puis après, ça s'est démocratisé, ces fameuses autoroutes de l'information. Et ensuite, au fur et à mesure, ça s'est généralisé à toute la planète. Donc, c'est un phénomène massif, mais qui intéressait les 25-55 ans. Puis par la suite, on s'est intéressé plutôt aux adolescents, aux post-adolescents, et on a commencé à donner des contenus très courts, des vidéos très courtes, 1 minute, 30 secondes, qui étaient très virales. Le principe de la viralité étant la chose la plus importante, évidemment, les politiques s'y intéressent, s'en sont emparés aussi. Maintenant, les hommes politiques passent par les réseaux sociaux, et il se trouve que c'est aussi un moyen d'influence considérable du pays qui émet cela. Jusqu'à présent, c'était les États-Unis qui avaient la donne, qui avaient tous les gros systèmes de réseaux sociaux. Les concurrents sont en train d'arriver, les Chinois évidemment, les Russes, vous l'avez dit, avec Telegram. Donc, tout un tas de réseaux alternatifs qui s'opposent à la ligne politique, en général souvent emmenée par la ligne américaine. On voit le phénomène par rapport de ChatGPT, qui aussi est un phénomène massif, qui intéresse des millions d'individus et qui va influencer l'opinion. Parce que la fabrique d'opinion dont on parle, et cette fabrique d'opinion n'est pas régulée. Vous avez parlé tout à l'heure de régulation, donc des lois qui vont encadrer tout cela. Aux États-Unis, c'est l'ultralibéralisme. Il n'y a pas de régulation possible, malheureusement. Ça donne une capacité considérable, offensive de la part du secteur privé sur ces réseaux. La question des Chinois, ça pose aussi au niveau politique, parce que la Chine a plus de contrôle sur le capitalisme. Et effectivement, c'est ce qui inquiète les Occidentaux. Alors Djalal Adnani, on le sait, TikTok est chinois et la technologie chinoise semble effrayer l'Occident, qu'on se le dise. On se rappelle notamment de cette autre affaire qui avait entraîné de lourdes sanctions commerciales de la part des États-Unis à l'encontre d'une grande marque de téléphonie chinoise. Et là encore, c'était sous l'administration Trump. Exactement. Donc, moi, je reviens sur TikTok. TikTok, en termes économiques, c'est un instrument, enfin, c'est un outil, c'est un réseau social qui à la base a un modèle économique qui a dépassé un petit peu le modèle économique de YouTube, parce que on peut générer de l'argent en étant créateur de contenu. Et là, bon, c'est discutable, des contenus bien ou mauvais. Ça, je pense que chacun a le droit de voir ce qu'il veut. Mais par contre, son système de rémunération a fait son succès. Et là, on se rend compte qu'un outil de base de Chine a peu concurrencé quand même les plus grands réseaux sociaux au monde, et c'est ce qui a fait son succès partout. Donc, est-ce que le malaise est beaucoup plus technologique? Je ne pense pas, parce que les technologies existent et ils sont disponibles partout. Tout le monde peut créer son réseau social, notamment Trump, pour se venger un petit peu, a créé son social truth, donc son réseau social. Mais bon, par rapport à TikTok, c'est vraiment son modèle économique basé sur aussi les micro vidéos, des petites vidéos de 30, 10, 15 secondes, très, très virales, et qui peuvent justement permettre aux gens, même s'ils sont pas forcément très forts en audiovisuel, de produire du contenu discutable, je le dis à chaque fois, mais qui leur permet aussi de générer de l'argent en ayant beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers. Donc, l'idée, en fait, c'est de savoir, en quelque sorte, c'est de poser la question, et je me pose aussi la question, est-ce que finalement, c'est pas forcément que technique, ça pourrait aussi être, c'est une hypothèse, ça pourrait être aussi un problème de modèle économique aussi qui a dépassé un petit peu ce qui se passe en Occident. Alors justement, je me tourne vers mon collègue Sofiane Baroudi. Ne serait-ce pas une manière pour les Américains de garder justement le monopole et d'empêcher le développement de la technologie chinoise de se propager en Occident, une manipulation du coup économique et politique? Je pense que l'arrière-fond réel de l'affaire est vraiment une compétition, voire une rivalité sur le plan géopolitique et géoéconomique. Il faut se rappeler qu'à l'origine, il y a aussi le problème de la reconnaissance des brevets, ce que les Chinois appellent une forme d'accaparement, si vous voulez, de la propriété intellectuelle et scientifique, et que les Américains reprochent aux Chinois de copier certaines technologies. Mais le fond vraiment de l'affaire, c'est vraiment une rivalité géopolitique qui se cristallise actuellement autour de la crise, autour de la mer de Chine méridionale notamment, où on voit, si vous voulez, des velléités de polarisation autour du cas de Taïwan, avant aussi de Hong Kong. Il faut se rappeler aussi que Taïwan est la base de fabrication de la plupart des circuits intégrés qu'on utilise pour toutes les industries de haute technologie. Et donc, il y a vraiment, si vous voulez, un lien
entre les dossiers géopolitiques, géoéconomiques, mais aussi scientifiques et une concurrence accrue, voire une hostilité dans la maîtrise de ces technologies et aussi, par conséquent, dans la maîtrise, si vous voulez, des réseaux d'influence que ça peut générer, que ce soit au niveau financier, économique, mais aussi au niveau politique pour pouvoir, si vous voulez, gérer les perceptions. Parce que la dimension de la perception est de plus en plus importante dans les conflits modernes. Alors, à l'heure où le monde subit des bouleversements sur la scène géopolitique, les réseaux sociaux sont devenus des canaux de diffusion de l'information. On le sait, hein, tweet, photos, vidéos, encore live. En quelques minutes seulement, une information peut devenir virale. C'est notamment arrivé en Palestine, c'était en mai 2021, rappelez-vous, lorsque les colons sionistes ont menacé des familles palestiniennes d'expulsion, dans le quartier de Sheikh Jarrah notamment. Et la jeune génération a alors décidé de tout relater via les réseaux sociaux, exposant ainsi la vérité au monde entier. Gamal Abina, peut-on considérer que ces réseaux sociaux se substituent aux médias de masse qui, généralement, ne font pas leur rôle, notamment dans cette région? Je ne dirais pas que ça se substitue. Effectivement, Sofiane vient de le dire à l'instant, il y a une concurrence en termes technologiques, en termes d'espionnage, en termes de tout un tas de choses qui... Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, j'ai l'impression que ça a coupé. Non, on vous entend, Gamal Abina. Là, je ne crois pas que vous m'entendiez. Gamal Abina, il semblerait qu'il y ait encore un souci avec vous. Donc, Sofiane, est-ce que c'est un substitut des médias de masse? Moi, je pense que ce n'est pas vraiment un substitut, mais on va dire qu'il y a un terrain réseaux sociaux qui est de plus en plus important et qui permettent aussi une forme d'information et de circulation, d'information alternative, mais aussi de désinformation. Je vais citer l'exemple, par exemple, du dernier scandale en Europe qui est l'affaire Team George, qui est une société de fabrication d'industrie de la désinformation, une société sioniste qui a réussi à imposer, si vous voulez, des contenus pour des grandes chaînes de télévision, notamment BFM TV avec l'affaire Rachid Mbarki qui a été licencié parce qu'il avait, si vous voulez, diffusé des contenus qui n'étaient pas validés, qui étaient produits par cette officine qui est une officine de désinformation, mais aussi l'officine est spécialisée dans la fabrication de faux comptes et dans la manipulation d'opinion. Les enquêtes qui ont été publiées indiquent que cette officine a manipulé ou alors s'est ingérée dans une trentaine de processus électoraux de par le monde, ce qui pose vraiment la question aussi de la souveraineté et du lien entre le contrôle des réseaux sociaux avec la menace sur la souveraineté des États. Très bien, Sofiane. Gamal Abina, vous êtes de retour avec nous. Je vous repose la question, est-ce que les réseaux sociaux se substituent aux médias de masse, étant donné que ces médias ne font pas forcément leur rôle, notamment dans cette région? Alors non, ils ne se substituent pas. Les réseaux sociaux sont un complément au départ. D'ailleurs, les médias de masse les utilisent beaucoup pour pouvoir augmenter leur impact. Je prends l'exemple des télévisions d'information françaises privées. C'est les réseaux sociaux qui augmentent leur réussite. En aucun cas, les médias de masse. En revanche, qui caractérise l'importance, l'impact des réseaux sociaux par rapport aux médias de masse, c'est effectivement que ça peut mobiliser des populations qu'on n'attendait pas. Le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, l'a confirmé. Ce sont bien les réseaux sociaux qui ont permis de pouvoir créer un impact considérable en France et de mobiliser systématiquement. Très bien. Et est-ce que, on reste avec vous, Gamal Abina, est-ce que ce n'est pas aussi une arme de manipulation de masse? Et les exemples sont nombreux concernant le printemps arabe. Gamal Abina, vous semblez avoir un nouveau problème, donc je me tourne vers vous, Monsieur Adnani. Est-ce que, selon vous, les réseaux sociaux sont une arme de manipulation de masse? Les exemples, donc, on le disait, sont nombreux, notamment concernant le printemps arabe et ce qui s'est passé en Égypte. Très bien. Donc, alors, à mon avis, hein, je n'ai pas d'études faites sur ça, mais à mon avis, ça pourrait être ça. Oui, il y a de fortes chances que ça soit par moment des outils de manipulation. Mais aussi, même si ce n'est pas des outils de manipulation, c'est des outils de collecte de données qui vont permettre justement de simuler à travers de l'intelligence artificielle ou juste des analystes. Enfin, l'inverse plutôt. Là, on se tourne vers l'intelligence artificielle comme étant le remplaçant de l'homme. Mais non, en fait, grâce à des analystes ou en utilisant maintenant l'intelligence artificielle, on peut prévoir et prédire les comportements des individus et automatiquement derrière le comportement de la masse. J'aimerais porter aussi votre attention sur un petit peu l'évolution des réseaux sociaux dans pas mal de temps. En fait, ce qui a été fait pendant le Covid, c'est que
je ne saurais dire, il y a plusieurs hypothèses sur ça, mais Mark Zuckerberg, avec la création de Meta, a essayé d'amener les gens vers un nouveau marché qui est le marché de la réalité virtuelle. Et notamment par la création d'un réseau social virtuel qui s'appelle, alors c'était VRChat, qui est le plus connu sur les casques de réalité virtuelle. Et à travers là, en fait, on permet aux gens d'avoir une réalité alternative. On peut aller aussi sur d'autres outils qu'on peut utiliser, que ça soit même sur les réseaux sociaux actuels, on peut avoir recours à du deepfake et créer une vérité alternative d'une manière très, très, très simple et très basique. Donc, je pense que là je parle de la manipulation de l'information, que ça soit pour le divertissement ou pour des fins un petit peu moins divertissantes. Très bien. Sofiane Baroudi, on revient vers vous. Quel a été justement le rôle des médias sociaux, des réseaux sociaux dans le procédé de ce que l'on appelle le regime change et peut-on parler d'une industrie de désinformation ? Je pense que, par exemple, le scandale Team George que j'avais cité précédemment démontre qu'il y a vraiment un circuit et une industrie, c'est-à-dire un filon économique, mais aussi, si vous voulez, une utilité politique à l'industrie de la désinformation, c'est-à-dire qui exerce via la production notamment de faux comptes sur les différents réseaux sociaux. Après, si vous voulez, l'utilisation des réseaux sociaux dans les procédés de regime change n'est plus à démontrer, que ce soit dans le monde arabe, mais pas seulement. Je vais citer par exemple l'exemple qui est le plus connu actuellement, qui est le mouvement qui a débouché sur le coup d'État, ce qui est qualifié de coup d'État de Maïdan en Ukraine en 2014, où il y a eu vraiment une utilisation massive des réseaux sociaux pour atteindre un objectif particulier qui était à l'époque la chute du régime de Yanukovych, qui était un régime pro-russe. Après, si vous voulez, il y a aussi un pendant parce qu'il y a des réseaux alternatifs qui se développent. Par exemple, le réseau russe Telegram prend de plus en plus d'ampleur. Il avait commencé à prendre de l'ampleur déjà avec le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et là, avec la guerre en Ukraine, il devient vraiment incontournable. Telegram qui est également très utilisé par les médias. Et il est utilisé par pratiquement tous les médias en masse prennent actuellement leurs informations de Telegram. Et les Ukrainiens comme les Russes utilisent le réseau pour leur propagande. Après, il y a aussi un pendant, c'est-à-dire que l'économie des hautes technologies, notamment américaines, parce qu'il y a une concurrence très ardue des Chinois et d'autres acteurs, subit à mon avis une forme de crise et ça peut être étayé par la faillite du Silicon Valley Bank qui a aussi entraîné d'autres banques qui sont spécialisées dans le financement des startups et du high-tech qui se fait se poser des questions sur l'avenir de ce filon-là, notamment avec, si vous voulez, l'augmentation de la conflictualité autour de la maîtrise technologique, mais aussi la présence de nouvelles alternatives. Alors Jalal Adnani, très rapidement, c'est bientôt la fin de l'émission, c'est devenu un réflexe de dégainer son smartphone pour partager telle ou telle information, ce qui rend difficile de vérifier la véracité de ces informations. Comment on fait ? Alors là, maintenant, il faut aller sur une puissance médiatique, c'est de pouvoir vérifier l'information et avoir des sources sûres de l'information. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être sensibiliser les gens à avoir une source sûre, mais sinon, c'est très, très, très compliqué de manière technique de filtrer ou à moins d'avoir son propre réseau social qui regroupe l'ensemble des éléments qui font partie de notre ligne éditoriale, j'allais dire en termes de médias. L'idée, en fait, c'est d'aller sensibiliser les gens à vérifier l'information avant de la repartager. Et là, c'est quelque chose de très complexe. Parce qu'on va sur des formats très courts et qui sont très, très, très vite. Très bien. Et c'est sur ces mots que l'on termine cette émission. Merci beaucoup, Jalal Nizar Adnani. Vous êtes spécialiste en digital marketing et technologie. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Sofiane Baroudi, mon collègue d'Al24 News, spécialiste des questions internationales. Et puis merci aussi à Gamal Abina, journaliste expert des questions internationales. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Interview.